On se rend compte qu'en tant que structure de formation, elle va rien faire. C'est-à-dire qu'elle va pas nous outiller. On est clairement sur la pédagogie interculturelle, on est encore vraiment sur une réflexion autour du racisme qui est très individualisante, qui est très où on doit traiter les préjugés de chacun parce qu'en fait c'est individuel comme problème. L'école est aussi dans une réflexion très psychologisante où en fait s'il y a un problème à l'école, il faut comprendre pourquoi cette personne-là et on est peu dans des réflexions structurelles, systémiques. Bienvenue dans Missing Chapters. Dans ce podcast, nous parlons du racisme dans le contexte des hautes écoles, de pouvoir, de savoir et des perspectives qui manquent ou sont souvent invisibilisées dans les espaces académiques. Missing Chapters met en dialogue la recherche, la pratique et l'activisme et rend visibles des perspectives souvent marginalisées dans les universités. Chaque épisode explore un thème lié à la production de savoir critique face au racisme, à la responsabilité institutionnelle et aux possibilités de transformation. Je suis Anya Nunula-Glover, merci de nous écouter. Bonjour et bienvenue de retour dans le podcast Missing Chapters. Aujourd'hui, on va parler de la question comment intégrer l'antiracisme dans la formation des enseignants. Et pourquoi ne suffit-il pas de traiter le racisme comme un problème individuel? Et je ne parle pas toute seule de cela. J'ai une invitée qui s'appelle Océane Acha Maréchal. Bienvenue dans le podcast. Salut Anya. Comment ça va? Ça va bien, je suis contente d'être là, merci. Je suis contente que tu es là aussi. Alors toi, tu es enseignante primaire, mais aussi présidente et cofondatrice de la FEDA. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Ouais. Alors la FEDA, c'est une association qu'on a créée en mars 2022. C'est une association qui n'est pas en non-mixité, j'aime bien le préciser. C'est une association qui a pour objectif de travailler sur les questions d'antiracisme à l'école, à la fois dans la formation des enseignantes et à la fois dans tout ce qui est l'enseignement. Donc ça parle aussi des questions de plan d'études, de curriculum, enfin, voilà, de manière assez structurée. Il n'y a pas que des enseignants-enseignantes, il y a aussi, c'est accessible à des parents, à des professionnels de l'enseignement, je pense à des directions, etc. C'est très large comme réflexion sur l'école. Ok. Et comment vous avez lancé cette association ou surtout pourquoi? À quel moment? Pourquoi? Tiens. Moi, j'ai commencé ma formation à la HEP Le Vau en enseignement en tant que reconversion professionnelle en 2019. Et on a vécu, nous, notre première année bachelor pendant le Covid, plus ou moins. Donc, le Covid est arrivé et tout le lockdown est arrivé pendant notre première année de bachelor. J'ai commencé avec ma sœur et c'est vrai que dans nos périodes de stage, lorsqu'on est en classe, il y avait déjà plusieurs questions, plusieurs interactions qu'on voyait avec des enfants racisés ou à notre rencontre qu'on questionnait, mais on rentrait à la maison et on en discutait. Et au retour du lockdown, lorsque les classes réouvrent, la plupart des étudiantes, eux, se retrouvent à être dans les classes parfois seuls. Si ton formateur, formatrice était à risque ou comme ça, des fois on s'est retrouvés seuls. Et moi, ça a été mon cas. J'étais à 50% dans la classe. Et un jour, en train de préparer, je vois un Instagram. Sur Instagram, je vois un post d'une collègue que je connaissais très peu. Je l'avais vue dans les séminaires. Et elle parle du fait qu'elle n'ose pas aller en stage et qu'elle n'a pas vraiment envie de... Ouais, qu'elle ne sait pas comment aborder le fait qu'elle a une pression pour aller en stage. Et ce qu'elle raconte petit à petit lorsque je la questionne là-dessus, c'est qu'elle vit des interactions et du racisme dans son stage, mais qu'elle en est aussi témoin au contact de ses élèves. Et donc, on se pose ces questions-là. Moi, j'aborde aussi ce qu'on discute déjà avec ma sœur à la maison. Et on réalise qu'on n'est probablement pas les seuls à vivre ces interactions, ou en tout cas en être témoin. Et on fait le choix d'organiser des Zooms d'abord. On écrit, je crois que sur un des Moodle, à la HEP, on fonctionne via Moodle, dans les interfaces, dans les plateformes, on commence à chercher des personnes qui seraient intéressées, on fait un petit flyer pour discuter. En gros, on parle au début juste d'afrodescendance, de réalité au contact du racisme à l'école, etc. Donc c'est tout petit, des fois on est 2-3 sur les Zooms. Et puis progressivement, on comprend vraiment qu'il y a quelque chose de plus... qui va au-delà juste des micro-agressions, mais qui est aussi de l'ordre de la manière dont les Suds globaux sont représentés dans les curriculums. On pense aussi à la misérabilisation de l'Afrique dans le contexte scolaire. On se rend compte aussi de certains stéréotypes dans les livres, dans la littérature jeunesse. Enfin bref, toutes ces choses qui, nous, personnellement, nous avaient déjà touchés en tant qu'écoliers-écolières. En se professionnalisant et en découvrant ce métier d'enseignant, on réalise qu'en fait, peu a changé. Peu de choses ont changé de l'école que moi j'avais connue dans les débuts des années 2000. Et je pense que ce gap, il nous fait dire en se professionnalisant qu'on doit pouvoir faire quelque chose. Parce que
En tant qu'enfant, certains d'entre nous ont adopté des stratégies d'évitement, ont adopté aussi au contact de la famille des idées de voilà, écoute, c'est pas grave, c'est pas ça. Enfin, les habituels qu'on connaît. Et là, on se dit non, là, on devient professionnel. C'est-à-dire qu'on a une mission, de par notre postule, de par notre rôle, on a une responsabilité envers nos élèves et on ne peut pas éviter ces situations-là. Donc, ça part de cette envie de prendre des actions concrètes sur cette structure qu'est l'école. Et maintenant, tu dis on a une responsabilité pour les élèves, mais est-ce que c'est vraiment la vôtre, cette responsabilité à l'intérieur de l'HEP, d'une haute école qui forme en fait les enseignants? Alors, c'est vrai qu'au moment où je parle vraiment d'une émotion parce qu'il y a vraiment quelque chose d'assez... si je parle dans mon nom, il y a quelque chose d'assez viscéral de vouloir agir. Et là, je suis qu'en première année de bachelor. Et du coup, je me dis, ah bah tiens, ça va arriver. Il y a quelque chose qui va m'outiller. Et progressivement, et c'est pour ça que la FEDA signe finalement, on signe vraiment l'acte et tout en 2022, parce qu'entre 2019 et 2022, il y a un peu un bout de nous qui attend de voir comment on va être outillé, comment on sait qu'il va avoir à la HEP... on sait quand on a un module en deuxième année sur la pédagogie interculturelle, donc on se dit, ah bah ça va peut-être être là-dedans. Et en fait, fin de notre deuxième année, vraiment, on se rend compte qu'en tant que structure de formation, elle va rien faire. C'est-à-dire qu'elle va pas nous outiller. Et je le dis aujourd'hui différemment qu'à l'époque. Aujourd'hui, j'ai vraiment conscience qu'il y a... Je peux pas dire si c'est une volonté, mais en tout cas, je vois qu'il y a une volonté, en tout cas, de pas aborder de cette question-là. Et de prendre le temps de mettre à la fois les ressources, mais aussi le temps pour pouvoir adresser cette problématique. Et je pense que nous, en tant qu'association, on se crée parce qu'on a envie de pérenniser notre réflexion. C'est-à-dire que là, on avait ces Zooms, on avait ces moments où on se voyait, mais bientôt, on va quitter la formation, on va tous être dans des établissements un peu partout dans le canton, il y en a même qui sont à Genève. Et du coup, comment on fait pour que ce début de lutte, elle puisse pérenniser au-delà de notre statut d'étudiant-étudiante? Et comment vous faites? Lorsqu'on signe, on fait le choix, parce qu'on le sait qu'on est dans une critique de l'institution, on sait qu'on est en train de vouloir critiquer la HEP qui nous forme assez activement. On fait le choix de se présenter au conseil de direction en disant, bah voilà, on n'est pas que dans une approche contestataire. C'est-à-dire qu'on critique une partie et des manques, mais en même temps, on est aussi des futurs enseignants, enseignantes qui veulent pouvoir agir aussi pour sa profession et pour le futur de ce métier-là. Donc du coup, on se présente, on dit et on sait en même temps, et ça je dois quand même le préciser, que à ce moment-là, la HEP est le bachelor en enseignement primaire, celui qui vraiment, c'est la formation initiale pour tous les enseignants-enseignantes du primaire. Ils sont en train de changer le plan d'études. Le curriculum est en train de bouger parce qu'il va en avoir un nouveau, qui est sur le point d'ailleurs, maintenant en 2026, il va être sur le point d'être mis en place. Et du coup, comme on a un et une alliée formatrice qui nous donne cette information, on va au conseil de direction en disant mais peut-être qu'il y a une commission et nous on trouverait intéressant en tant qu'étudiant-étudiante, au-delà juste de l'association des étudiants-étudiantes qui est à ce moment-là pas hyper active dans des luttes structurelles sur les curriculums. Nous on se dit on aimerait bien avoir une place à cette table et pouvoir aussi discuter de ce qu'on pourrait faire. Oui. Et là, c'est clair qu'on nous refuse l'accès. Clairement, c'est à la fois notre légitimité et puis quelle forme d'expertise tu as. Nous, on était dans un accès de l'expérience est une forme d'expertise aussi, mais à ce moment-là, elle n'est pas reconnue. Et je trouve intéressant parce que quand je regarde, lorsque tu me poses cette question-là, à ce moment-là, la porte, elle se close. Mais aujourd'hui, la FEDA, à la semaine d'action contre le racisme, au moins antiracisme de la HEPVO, on fait partie à différents espaces, d'ateliers. Moi-même, je donne une conférence. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'au bout de 4 ans, le chemin se refait à la HEP. Ça a changé quand même un petit peu. Et tu dis, il y a des portes qui se sont fermées. Est-ce que vous avez eu du soutien, des ressources, des salles, de l'argent, très concrètement? Est-ce que l'institution vous a soutenu dans votre démarche? En tant qu'institution, je dirais que non, clairement. Par contre, on a toujours eu assez vite des alliés, comme je disais avant, que ce soit des formateurs, des formatrices, des personnes, notamment le bureau de l'égalité, qui était plutôt dans la logique d'essayer de travailler avec nous. Donc, ça s'est fait petit à petit. Je l'ai vu aussi parce que lorsqu'on annonce la création de l'association à la communauté estudiantine, le lendemain, moi, je reçois sur le compte de la FEDA un message sur Instagram d'une journaliste qui dit « Ah, il y a une lettre ouverte à votre rencontre, est-ce que vous voudriez en parler ?» Et moi, qu'est-ce qui s'est passé ? On n'avait pas conscience à l'interne.
Et en fait, il y avait une personne qui avait dénoncé la création de notre association comme étant une attaque wokiste, enfin bref, les traditionnels backlash qui disent aussi beaucoup sur notre action finalement. Si tout de suite on a eu un backlash rapide, ça voulait dire qu'on venait taper là où il fallait. Donc c'était pour nous intéressant. Mais dans les ressources concrètes aujourd'hui, on a fait je pense qu'on aurait pu en avoir si on avait fait le choix d'être une association HEP, c'est-à-dire qu'on aurait dû affilier notre association à l'institution en signant aussi du coup des actes. Ça nous avait été présenté au bout de 2 ans. Mais nous, on voulait garder notre indépendance, je pense, en tant qu'association, parce qu'elle est aussi militante et parce qu'elle était, je pense, nécessaire pour pouvoir continuer à avoir un regard critique sur l'institution et pas devenir une association de la haute école pédagogique. Oui. Mais du coup, est-ce que tu différencies le militantisme et les autres écoles? Ou est-ce qu'il y a un moyen que ça travaille ensemble ou que ça fonctionne ensemble? Ou est-ce que c'est même une nécessité? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une nécessité de par le fait qu'en tant qu'enseignante primaire, en tant qu'enseignante, je suis fonctionnaire de l'État. Et j'ai un regard et j'ai un devoir qui s'appelle le devoir de réserve, qui est extrêmement... ce devoir de réserve, il est là en tant que fonctionnaire de l'État et un regard sur l'État. Maintenant, moi, j'ai l'impression que l'activité qu'on a avec la FEDA, elle est dans une optique, et comme je le dis tout le temps, pas uniquement contestataire. On est dans une volonté de changer la structure. Cette structure, c'est-à-dire qu'on est actif. Lorsque tu as des professionnels de ton département qui te disent « mais nous, on a envie de participer », c'est-à-dire qu'on était prêts même au début à faire ce travail de manière bénévole en tant qu'association, parce que les associations militantes travaillent majoritairement non rémunérées. Moi, je pense qu'on vient au contraire venir répondre à un besoin concret. Donc, le refuser serait absurde pour moi d'un point de vue des institutions. Et en même temps, lorsque tu me poses cette question-là, moi, je pense beaucoup à la neutralité. C'est une thématique qu'on aborde beaucoup avec la FEDA, parce que je pense qu'un enseignement ne peut de fait pas être neutre. Et on arrive, je pense, aussi aux questions coloniales qu'on aborde et décoloniales avec la FEDA. C'est la neutralité à l'école, parce que souvent, quand tu es attaqué de militantisme en tant qu'enseignant, en tant que professionnel de l'enseignement, on va te dire « ouais, mais du coup, ton enseignement, il n'est pas neutre ». Oui. Et concrètement, on critique même cette injonction à la neutralité parce que de fait, il n'y a pas d'enseignement neutre. Et c'est ce qu'on essaie de montrer et ce que la colonialité des savoirs fait depuis plusieurs dizaines d'années, que de démontrer que le savoir est de fait positionné. Il s'inscrit forcément dans nos contextes avec une forme d'eurocentrisme. Et voilà, donc pour moi, il n'y a pas... Ce n'est pas contradictoire, au contraire, je pense concrètement, c'est ce qui fait de moi une meilleure aussi enseignante. Et à la FEDA, je pense que c'est ça qui fait de nous qu'on est en perpétuelle réflexion sur ce métier, sur qu'est-ce que ça veut dire d'être enseignant, qu'est-ce que ça veut dire de transmettre du savoir ou d'être au contact avec des jeunes, avec des enfants, qu'est-ce que ça veut dire en fait de construire ce moment-là avec eux. Et est-ce que tu as regardé un peu les autres formations des enseignants dans les autres cantons? Est-ce que tu peux comparer un tout petit peu? Il y a des établissements qui sont un peu plus loin dans la thématique ou est-ce que ils sont partout vraiment au début? Ce que je peux dire, et c'est vrai que quand j'étais étudiant, je l'avais vu assez rapidement. Je sais que alors aujourd'hui, la HEP Fribourg, elle est fusionnée à l'Université de Fribourg, mais c'est une des rares, en tout cas des 3 romandes, semi-romandes avec la HEP Valais. C'est une des rares qui nomme la pédagogie critique comme faisant partie d'un de ses cours. Il y a, je trouve, et lorsqu'on nomme en tout cas les pédagogies critiques, j'ai pas suivi ces cours-là et on n'a pas nécessairement accès à qui donne ces cours. Mais je sais qu'il y a Rachel Solomon-Saï qui travaille sur la colonialité des savoirs qui enseigne là-bas. Donc je vois aussi que sur la HEP Fribourg, par rapport à ce module-là, on ne sait pas le contenu. Et aujourd'hui, il n'y a pas de... comme il y a beaucoup de ces formations qui sont en train de changer entre la HEP Fribourg et la HEP Vaud qui changent, les datas et les informations qu'on a, elles sont en train de changer. Mais ce que je peux dire, c'est que là, j'observe un peu plus dans la dénomination une réflexion qui va sur l'antiracisme, sur les pédagogies critiques, alors que pour la HEP Valais et la HEP Vaud, Lausanne, on est clairement sur la pédagogie interculturelle, on est encore vraiment sur une réflexion autour du racisme qui est très individualisante, qui est très où on doit traiter les préjugés de chacun parce qu'en fait c'est individuel comme problème. L'école est aussi dans une réflexion très psychologisante où en fait s'il y a un problème à l'école, il faut comprendre pourquoi cette personne-là et on est peu dans des réflexions structurelles, systémiques. Donc voilà, moi je donne un petit point supplémentaire pour l'instant à la pédagogie, à la HEP Fribourg, à l'Université de Fribourg maintenant. Mais clairement pour moi il n'y a pas une réflexion construite. Je vois que des cours qui sont ajoutés, je vois des ateliers, je vois des conférences, mais
comment tu réfléchis structurellement à repenser ce que... Mais je pense qu'on ne devrait pas pouvoir le voir, ce changement demain, parce qu'il y a un vrai travail de fond d'abord qui doit se faire, où même les personnes en charge dans les conseils de direction se regardent et disent mais qu'est-ce que ça veut dire d'être une structure de formation qui va ensuite former des professionnels à être à l'école. Mais pour ça, il faut réfléchir à ce que ça veut dire l'école. Quel est le rôle de l'école dans nos sociétés ? Pour l'instant, elle a un rôle bien spécifique. Je pense qu'elle renourrit, elle permet de reproduire certaines compétences pour que les enfants puissent trouver une place sur le marché du travail. Il y a une réflexion très capitaliste, je pense, derrière. Elle n'est pas du tout dans une réflexion comme dans la pédagogie critique, où elle a une logique émancipatrice, où elle vient réfléchir aux identités, aux espaces, pas du tout. Donc il y a déjà un travail sur l'école à mener, je pense. C'est énormément de travail. Est-ce que ça, avec la FEDA, est-ce que ça fatigue pas aussi énormément ? Est-ce que ça te donne plus d'énergie de travailler dessus ? Parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent aussi. Ouais. Et la question est un peu, est-ce que ça sert à faire ces associations, à se bouger toute seule si on sent que l'institution ne va pas le faire ? Ouais. Je me dois d'être honnête. C'est évident qu'il y a des moments où ça pèse, où c'est un poids fort d'un point de vue de la surcharge. Et en même temps, moi, je ne me verrais pas faire le métier d'enseignante sans faire ça. C'est-à-dire que je ne pourrais pas. C'est une manière aussi de survivre dans ce système scolaire, pour moi, personnellement. Et je pense vraiment pouvoir parler aussi pour mes collègues à la FEDA, c'est que quotidiennement, on voit des dingueries à l'école. Clairement, on voit des choses qui nous on se dit, mais comment agir ? Et je pense que de pouvoir canaliser des fois ces émotions et des fois, c'est une vraie rage. Hein. Des fois, c'est vraiment quelque chose il y a de la colère, de pouvoir la canaliser, de pouvoir la mettre en action quelque part. Ça amène justement cette forme d'émancipation et ouais, ça me permet d'agir. Je pense qu'il y a quand même... c'est un système de survie quand même s'il est lourd, parfois, il amène beaucoup de joie aussi, parce qu'il permet aussi d'avoir des discussions. En créant l'association, on crée aussi des relations et un système de soutien, parce que lorsqu'on s'écrit, parce qu'on a vécu quelque chose à l'école, lorsqu'on s'écrit, on sait qu'on va tout de suite parler des personnes qui se comprennent. Oui. Et ça, c'est précieux, parce que dans nos contextes professionnels, on n'a pas forcément ça. On n'a pas forcément des collègues qui vont pouvoir... Et ça, je pense qu'en tant qu'enseignant racisé, c'était important pour nous d'avoir cette plateforme où on peut réagir et on peut se soulager de ces violences qu'on vit au quotidien. Ouais. Tu as parlé d'un post d'Instagram au début. Est-ce que vous vous êtes fait influencer par d'autres personnes, d'autres associations qui ont fait une démarche dans la même direction ? Ou est-ce que vous avez vraiment commencé de travailler avec ce que vous avez à l'intérieur de vous ? Est-ce que vous avez ressenti et lu peut-être aussi ? Je crois que la plupart d'entre nous, déjà, c'est notre première expérience d'association. Donc c'est vrai que déjà, juste avant Instagram, d'un point de vue administratif, il y a une grande partie des choses qu'on doit apprendre. Là, on en est déjà, par exemple, juste à apprendre à comment salarier à l'interne de l'association. Enfin, c'est plein de petites choses qu'on apprend. Mais après, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, ce qui était important, c'était pour nous de donner de la visibilité à la thématique. Pendant aussi un moment, on est resté plutôt, pas anonyme, mais plutôt discret sur les visages ou les personnes qui étaient derrière, parce qu'on questionnait aussi d'abord avec des juristes la question du devoir de réserve, qui était importante, tu vois, pour pouvoir être employable, en fait, aussi, et pouvoir vraiment continuer à travailler. C'était une vraie question qu'on avait. Mais au contraire, il y a une partie d'entre nous qui continue des formations académiques, il y en a d'autres qui sont directement allés sur le terrain. Et donc, du coup, une grande partie de notre formation à l'interne sur la thématique, elle est aussi passée par les réseaux sociaux, parce que c'est aujourd'hui un espace qui permet de vulgariser un certain nombre de concepts. Oui. Et je pense que ça, c'est extrêmement important à plein de niveaux. Je pense que typiquement, le podcast Kif Taraf, c'est un podcast qu'on a beaucoup écouté en langue francophone, parce que ça permettait de vulgariser, de s'approprier des concepts, de les comprendre, et puis en même temps, progressivement, d'aller chercher dans la littérature. Mais ça a toujours été de manière un peu, entre guillemets, autodidacte, pardon. Et ce qu'on aimerait faire là prochainement, par exemple, c'est créer des formations à l'interne, parce que, je l'ai dit au début, on est une association non mixité, mais on nous pose la question beaucoup, mais est-ce qu'une personne blanche peut rejoindre ? Elle est perçue, alors effectivement, à l'initiative, c'est un groupe, on était juste des étudiants et étudiantes afrodescendantes à ce moment-là, mais on n'est pas
on n'est pas fermé autour de cette identité-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que notre identité afrodescendante qu'on met en avant en tant qu'enseignant, mais vraiment une posture critique et antiraciste sur l'école. Et du coup, elle est ouverte à toutes les personnes qui ont envie de cette réflexion-là. Mais c'est vrai qu'on voulait se former à l'interne parce que pour l'instant, on a une personne blanche qui est dans l'association, mais on a, sur les questions, par exemple, du racisme anti-asiatique, on a rencontré l'association FabG qui travaille sur l'art lémanique, et qui est une association qui réfléchit aussi l'identité panasiatique de la même manière où l'identité panafricaine s'est réfléchie. Et je pense que c'est intéressant pour nous aussi d'écouter d'autres récits, d'autres expériences, parce que clairement, c'est une minorité qui est moins représentée encore dans les enseignants, les personnes asio-descendantes. Et on a aussi besoin d'avoir accès à ces expériences-là, parce que ces élèves-là sont aussi dans nos classes. Ces lieux et ces espaces-là sont aussi dans les moyens d'enseignement, sont aussi étudiés, sont aussi exotisés, stéréotypés par des regards coloniaux. Donc, je pense que nous, on a aussi besoin, on a envie aussi de découvrir plus d'expériences. Et on est vraiment dans une démarche encore d'apprentissage, clairement. Oui. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu dirais, à quoi ressemblerait une pédagogie antiraciste pour toi, idéalement? Alors, si tu pourrais changer, clairement, l'HEP maintenant. Oui. Je pense déjà, elle s'inscrit pas que... La FEDA ne crée pas la pédagogie antiraciste. Il y a des années d'auteurs et autrices qui travaillent là-dessus. Et je pense que... Moi, c'est via Bell Hooks, clairement, que je suis rentrée. Je pense que apprendre ensemble, apprendre à transgresser, c'est des choses que j'ai lues que en devenant enseignante. Et j'ai trouvé ça libérateur. Oui. Et ça m'a donné beaucoup de motivation, mais aussi d'espoir. Elle le dit, je crois que c'est dans un de ses titres, je crois que c'est dans Apprendre ensemble, pédagogie de l'espoir. J'ai de l'espoir pour l'école, sinon il faudrait vraiment que j'arrête maintenant. Mais concrètement, il y a plusieurs axes. Ce qu'on fait dans nos ateliers d'ailleurs, et ce qu'on a choisi, pour nous, il faut une entrée par la blanchité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grande majorité, et largement, le corps enseignant, sont des personnes blanches. Et donc, du coup, il va falloir questionner ce qu'est la blanchité. Voilà, à voir est-ce que c'est individuellement, mais aussi ce que ça veut dire d'être un enseignant blanc qui enseigne certaines choses. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un corps blanc face, dans certains contextes, à peut-être des élèves qui sont entièrement racisés, complètement racisés? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça dit du rapport de domination déjà d'être enseignant? Déjà, ça, c'est peu abordé. Quand tu es enseignant, moi, je suis enseignante en enfantine, c'est-à-dire mes élèves, ils ont entre 4 et 6 ans. Oui. Lorsqu'ils rentrent à la maison, ils disent tous « Ouais, la maîtresse, elle a dit que... » Enfin, ma voix a une force de vérité très puissante. Et ça, je pense que c'est déjà... Rien que ça, je pense que c'est primordial de te le dire lorsque tu te formes à ce métier. Ce que tu dis, ton rôle, il a une vraie force et un vrai pouvoir. Mais du coup, quel est ce rapport de domination? Il faut aller plus loin après les identités raciales, sur les identités de genre. Et elle doit partir, je pense, de la blanchité et du rôle d'enseignant, de la posture critique de ce que ça veut dire être enseignant. Et puis après, il y a une vraie analyse des curriculums, des plans d'études. C'est-à-dire que, quand je dis de manière intersectionnelle, c'est parce que, je pense, lorsqu'on parle antiracisme à l'école, on ne pense pas forcément à la manière dont l'économie est enseignée. Mais la manière dont l'économie est enseignée, elle s'inscrit dans une logique capitaliste qui elle-même est issue des systèmes de colonisation. Donc, comment finalement les curriculums, eux, vont saisir les objets qu'on va enseigner à l'école, et ensuite la manière dont on va l'enseigner, c'est aussi un levier d'action. C'est-à-dire que lorsque tu choisis d'enseigner la colonisation, il y a plein de manières de le faire. Oui. Et du coup, une manière antiraciste de le faire, c'est une manière très spécifique. Et lorsqu'il y a un ouvrage extrêmement important qui arrive et qui nous aide beaucoup à la FEDA, Entrée en pédagogie antiraciste, qui est de Sud Éducation 93. Là-bas, j'ai une collègue qui est enseignante en histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, en France. Et elle a mis l'appui, je trouvais extrêmement important, sur visibiliser les personnes racisées en tant qu'expertes. Oui. Et c'est quelque chose qui est très présent à l'école. Et elle donnait cet exemple lorsqu'elle veut enseigner l'Égypte antique, et qu'elle réalise qu'en fait, il y a des égyptologues européens et blancs. Et c'est vrai. Et qu'en fait, mais elle se rend tellement compte qu'elle-même, dans sa préparation, elle essaie d'aller au-delà de ça. Et en fait, elle décide de thématiser cette difficulté avec ses élèves, alors à un niveau lycée, où elle peut vraiment se dire, mais en fait, j'arrive pas à trouver. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, même, c'est un thème en soi que tu peux enseigner avec tes élèves, que tu peux décortiquer. De la même manière que moi, à d'autres niveaux, au niveau primaire, lorsque je travaille la littérature jeunesse et que je travaille la représentativité,
que qu'on met en image de plus en plus de personnages racisés, je me rends compte qu'il y a des élèves qui me disent « Ah, maîtresse, j'avais jamais vu. Mais elle est trop belle. » Et des fois, je m'arrête là, mais des fois, je vais t'aimer. « Ah, c'est vrai, mais pourquoi on l'a jamais vue ?» Et du coup, pour moi, concrètement, la pédagogie antiraciste, elle va plus loin que juste une séquence. Un moment ponctuel où tu fais « Ah, aujourd'hui, on va parler du racisme. Ah, tiens, en plus, c'est la semaine d'action contre le racisme. On va prendre un moment. On va inviter quelqu'un, faire un atelier. » Non. Concrètement, c'est dans tous les moments de mon enseignement. Et avec la FEDA, on met des trucs sur la carte. La carte de ta classe, la carte du monde. Oui. C'est un rapport colonial. Elle dit quelque chose de qui est au centre, de qui est plus grand qu'un autre, de quelle est la place de l'Europe par rapport à celle de l'Afrique ou du Sud globaux. Et c'est extrêmement important pour nous, lorsqu'on fait nos ateliers et nos interventions avec des collègues enseignants-enseignantes, de se rendre compte que c'est dans plein de petites choses. Là, je le dis pas, parfois c'est avec le lexique, le vocabulaire. Dans les petites classes, on utilise encore beaucoup de termes clairement coloniaux, racistes. Je parle d'Indiens, je parle de... Lorsqu'on laisse dans la salle de... Tu sais, dans la récréation, les élèves, je sais pas, ils vont jouer aux cow-boys et aux Indiens. Oui. Mais en fait, ça paraît... Tout le monde se dit, ah, c'est légitime. Oui, c'est un jeu. Et dans plein de livres, tu vas voir, ou des déguisements. Mais est-ce qu'on se rappelle du rapport qui lie ce qu'on appelle les Indiens et ce qu'on appelle les cow-boys ? Quel est le rapport, quelle est la relation historique qu'il y a entre ces individus ? Et on se réalise que c'est peut-être pas un jeu légitime à laisser à des enfants parce qu'il y a quand même une forme de violence immense entre les deux. Il y a quand même un génocide qui est joué avec. Oui, bien sûr. Alors, maintenant, on a quand même c'est juste un fait que beaucoup d'élèves racisés vivent du racisme dans leur vie de tous les jours, à l'école. Il y a des parents qui ne savent plus trop quoi faire parce qu'il y a des professeuses qui ne veulent pas écouter. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'extérieur à ce moment-là ? Est-ce que ça vaut le coup de contacter l'HEP directement ? Est-ce que ça vous aiderait aussi dans votre démarche ? D'où doit venir la pression pour vraiment avancer sur ces thématiques ? Je pense qu'elle vient, elle est en train de venir de partout. C'est-à-dire qu'elle est en train de venir à la fois des parents, parce que typiquement, nous on reçoit à la FEDA par mail il y a une grande partie aussi de nos emails qui sont des parents d'élèves qui vivent des situations, qui nous racontent aussi, l'enseignant ou l'enseignante n'a pas réagi, la direction n'a pas réagi, on a besoin d'aide. Et concrètement, nous on reçoit ces demandes-là parce que aujourd'hui, les enseignants-enseignantes, parce qu'ils ne sont pas formés dans leur lieu de formation à l'existence même d'un racisme, ce qui me paraît absurde, ça a l'air tellement... Il y a tellement de réflexions que c'est dépassé d'un autre temps. Et j'aime beaucoup la question de Noémie Michel qui travaille sur la racelessness en Suisse. La spécification de cette problématique ici, c'est qu'on pense qu'elle existe dans d'autres lieux et un autre temps. Et on n'arrive pas à identifier la réalité du racisme en Suisse, contemporainement. Et je pense que la réflexion des hautes écoles pédagogiques, elle va être imposée parce que qu'est-ce qu'on va attendre ? Je pense là actuellement, jeudi, je vais faire une intervention après là. C'est un quartier à Lausanne où cet été, un jeune garçon noir est décédé au contact de la police. Et Marvin, et dans ce contexte-là, publiquement et de manière internationale, on a eu des retours sur les actions qui ont été faites en disant que c'était de la violence, qu'il y avait des émeutes à la française, etc. Bref. Et moi, ce qui est important, par exemple, dans ce moment-là, lorsque je vais précisément dans cette école, c'est de montrer aussi le lien entre la violence que et là, on montre aussi, là, les garçons racisés vont vivre, la violence qu'ils vont vivre dans la rue, dans l'espace public, parce qu'ils sont plus grands, au contact de la police, au contact des autorités, des administrations. En fait, ils la vivent déjà à l'école. Et ce pont inconscient, qui est inconscient pour une grande partie, mais qui est démontré en même temps dans la recherche, mais puisqu'il n'est pas abordé par les HEP, pour l'instant, tu as des associations qui viennent faire ce travail-là, tu as des personnes indépendantes, tu as des experts qui viennent le faire. Mais je pense qu'à un moment donné, ils vont être dans un étau où on part de la vie des gens. Enfin, concrètement, pour moi, c'est toujours... Donc ça va, c'est en train de venir. J'y crois fermement. Et nous, la logique à la FEDA aussi, c'est que nous, en tant que membres, on se forme tous à des logiques différentes. Certains, on passe par l'idée que la représentation est importante. Et donc, du coup,
peut-être devenir directeur, doyen dans des écoles, c'est important parce que ça permettra aussi de donner cette visibilité-là et de travailler de l'interne. D'autres font un travail académique, d'autres vont faire des travails à atelier ou dans du counseling. Enfin, on se rend compte qu'il faut qu'on puisse être un peu partout, à la fois en tant qu'enseignant et enseignant racisé, pour pouvoir participer à ce changement-là. Ouais. Mais la responsabilité, elle est celle des écoles qui te forment. C'est la leur, parce que c'est eux qui te forment à un métier. Donc nous, on répond là à un vide, en étant conscience qu'on le critique nous-mêmes, mais si on attend que ça bouge, c'est toujours ça. Va falloir et attendre. En même temps, on se rend compte que si on le fait, peut-être qu'on les force à ne pas le faire. Enfin, c'est toujours un équilibre à trouver. Ouais. Super intéressant. Aussi un peu frustrant que ça fait quand même beaucoup d'années qu'on en parle aussi ensemble. Mais je pense qu'il y a des choses qui ont déjà un peu changé et votre travail est très, très important en tout cas. On va mettre beaucoup de choses que tu viens de mentionner dans les show notes. Comme ça, les gens peuvent continuer à voir et peuvent aussi trouver la FEDA et voir ce que vous faites comme activité. Peut-être s'inspirer pour d'autres écoles ou d'autres lieux. Est-ce que tu nous as ramené un livre? Parce qu'on a cette tradition ici où on partage. Alors, moi, je le trouve extrêmement motivant parce que comme on travaille on parle d'antiracisme, mais colonialité des savoirs, c'est extrêmement important à l'école. Donc moi, je pense à Pensée décoloniale, qui est un ouvrage de Philippe Collin et Lisel Quiros, qui travaillent sur les théories critiques qui sont, elles, créées en Amérique latine. Là, je reprends le terme qui est choisi là. Et vraiment, c'est un retour historique sur ces théories critiques-là. Et pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce livre, il devrait faire partie de ta formation pour pouvoir réfléchir à l'école. Donc, ça devrait être obligatoire. En fait, j'aimerais que tout ce dont on a discuté maintenant, à la FEDA, on a la chance que nos ateliers, pour l'instant, lorsqu'un établissement les choisit, ils sont obligatoires pour tous les enseignants et enseignantes. Donc ça, c'est une grande chance. Un peu plus dur pour vous, non? C'est plus dur parce que ça veut dire qu'on a dû former aussi, on a dû s'armer d'une équipe parce que jusqu'alors, c'était moi qui faisais les animations. Mais à partir du moment, là, quand j'ai fait le pilote, c'est vrai dans l'établissement où j'étais, une fois que tu formes tout un établissement, tu es dans des marges de proportion de personnes qui sont plus là. Alors, c'est extrêmement enrichissant parce que du coup, j'ai et les personnes convaincues et les personnes pas convaincues. Et je pense que c'est ces personnes-là. C'est intéressant de les avoir et on l'a pas abordé là, mais la manière dont on a réfléchi ces ateliers, c'est de pouvoir avoir quelque chose d'horizontal dans les réflexions. Le travail des institutions de formation, il est évidemment de transmettre une posture de manière d'un cadre, etc. Mais nous, à la FEDA, on est aussi des enseignants-enseignantes. Donc quand on discute des discussions, de tous ces enjeux, on parle aussi d'une posture et d'un métier qu'on partage, en fait. Donc c'est des collègues. Et on essaie d'avoir quelque chose d'horizontal, de dire, voilà, nous, on comprend cette réalité et tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent se mettre en place dans notre métier concrètement. Et on essaie de donner aussi des astuces et de montrer que c'est possible. Ouais. Bon, merci beaucoup. C'est super intéressant. On a beaucoup à lire et beaucoup à partager. Si vous avez bien aimé cet épisode, continuez à écouter tout le podcast et à liker ou laisser 5 étoiles, bien sûr, et partager avec vos amis. Et merci beaucoup à toi, à ton travail et toute l'équipe qui fait ce travail. Merci pour ta plateforme et merci de nous avoir reçus. Merci d'avoir écouté. C'était un épisode de Missing Chapters produit par yourcast.ch. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à écouter les autres épisodes et à nous laisser 5 étoiles. Ce podcast fait partie du projet Transformer les espaces éducatifs, lutter contre le racisme et ancrer l'intersectionnalité, soutenu par Swiss Universities. Missing Chapters est un projet du Centre interdisciplinaire d'études de genre de l'Université de Berne, IZFG, et du Gender Campus. En coopération avec la Haute École spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse, FANB, la Haute École spécialisée bernoise, PFH, l'Université de Lucerne et la Haute École spécialisée de Suisse occidentale, HESSO. Rédaction et organisation, Anja Nunila-Glover, Anina Mativanen, Damien Michelet, Patricia Pourchert et Naomi Valdivia Rojas. Vous trouvez plus d'informations sur le projet, les invités et les prochains épisodes dans les show notes.